C'est vraiment un endroit où on fait très très peu d'infarctus. Les gens de moins de 75 ans font 8 fois moins d'infarctus dans le bassin méditerranéen que les Finlandais, 4 fois moins que les Écossais. C'est pas 40%, hein, c'est 4 fois moins, 8 fois moins. Donc il se passe quelque chose. Et il a regardé, en fait, ça ne correspondait pas du tout au régime anti-cholestérol. C'était une autre forme de régime. Notamment l'huile d'olive, qui normalement était interdite dans les régimes contre le cholestérol, était largement utilisée par ces pays. Le fromage de chèvre ou de brebis, qui est normalement interdit puisqu'il contient des graisses animales, était utilisé par ces populations. Et même un petit peu de charcuterie. Hein. Les Espagnols, les Italiens, le sud de la France, on ne peut pas dire qu'ils ne mangent pas de charcuterie. Ils s'obstinent avec les champions du monde du non-infarctus. Et donc il s'est dit, on va faire autrement. Plutôt que de faire des régimes calibrés pour faire baisser le cholestérol, on va dire aux gens, faites ce régime en effet avec de l'huile de tournesol, enfin les trucs habituels, et puis les autres, mangez méditerranéen. Et il a fait 2 groupes tirés au sort. Il a obtenu un résultat extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a eu 50% d'infarctus en moins dans le groupe régime méditerranéen par rapport au groupe régime traditionnel. On était dans de la prévention secondaire, hein, c'est des gens qui avaient déjà fait un infarctus. Probablement, c'est cette association d'apport en huile d'olive, en huile de colza et aussi en antioxydants naturels apportés par les fruits, les légumes, le vin rouge aussi, qui probablement a protégé nos patients. Donc quand même, on a entre 50 et 70% de réduction du risque. Bien, là vous avez deux réactions, on va dire, dans la communauté médicale et scientifique. Il y a toute une portion des gens qui vont dire super, c'est formidable, on y pensait nous aussi, mais voilà, on a la démonstration, maintenant c'est bon. Et il va y avoir une multitude d'études mises en place dans différents pays qui vont toutes confirmer nos résultats. Et puis vous avez une portion des gens qui n'acceptent pas ces résultats, et notamment qui n'acceptent pas l'idée. Quand on y repense maintenant, on se dit qu'il faut vraiment être bloqué mentalement pour raisonner comme ça, et qui nous disent c'est pas possible que ce soit vrai puisque le cholestérol est identique dans les 2 groupes. Comment? Je me rappelle de collègues américains qui me disaient Michel, on te croit, mais on n'arrive pas à croire tes résultats. Comment peux-tu imaginer diminuer le risque sans diminuer le cholestérol? Bonjour, je m'appelle Paul, je suis délégué AstraZeneca. Et comme vous tous dans la salle, je présente Crestor. C'était le 5 mg et la libération de la prescription. Et nous, en 2006, notre réussite c'était 150 millions de comprimés avalés, soit 300 comprimés toutes les minutes. Plus de 890 000 patients traités par Crestor depuis le lancement. Regardez ça, c'est le chiffre qu'on aurait pu atteindre en octobre. Et à votre avis, on en est où? Là? Eh bien non, on en est là. Alors, bravo, je crois vraiment qu'on peut s'applaudir. Godine 1980. japanski znanstvenik otkrio je tvar koja snižava razinu LDL-a, takozvanog lošeg kolesterola. To je označilo početak nove klase lijekova, statina, koji inhibiraju proizvodnju kolesterola u organizmu. Statini su u 2000-ima postali lijek koji liječnici najviše propisuju. Uzima ih 220 milijuna ljudi diljem svijeta. L'arrivée des statines, c'était absolument extraordinaire. On était sidérés. Tout d'un coup, on avait une pilule qu'on pouvait donner aux gens qui avaient eu un infarctus. Et puis, ça diminuait la mortalité, le risque de récidive, etc. C'était fabuleux. Et ça, on a acheté ça d'emblée. L'étude Voscope a été faite chez des Écossais à haut risque, hein, hypertendus, gros fumeurs, des gens qui avaient un très fort taux d'infarctus. Et on leur a fait prendre un médicament qui s'appelle la pravastatine, et tiré au sort en 2 groupes. Le premier prenait la pravastatine, l'autre prenait un placebo, et on a comparé les morts par cardiovasculaire. Et on a eu 30% de diminution de mortalité cardiovasculaire. C'est la première fois qu'on obtenait ça, où on a vraiment eu un effet net et significatif. Et dans le même temps, l'autre étude, qu'on appelle l'étude 4S, a été faite avec la simvastatine, qu'on appelait Zocor, sous son nom de marque, et qui a été donnée à des gens qui avaient déjà fait un infarctus. Et en 2 groupes, pareil, tiré au sort, la moitié de médicaments, l'autre moitié un placebo, 30% de récidive d'infarctus en moins dans le groupe qui prenait la simvastatine par rapport au groupe qui prenait le placebo. Donc, les cholestérosceptiques dont j'étais ont été terrassés par ça, si vous voulez. Il n'y avait rien à dire, quoi. C'était échec et mat. Moi, par exemple, en tant que médecin, je les prescrivais, y compris dans ma famille.
Je ne pouvais pas intellectuellement remettre en question des essais cliniques publiés dans des grandes revues internationales. Il me paraissait inconcevable que des investigateurs trichent ou bien se trompent au point de tromper toute la communauté médicale aux alentours. C'est ce qu'on appelle la revue par les pairs. En principe, si c'est publié dans une grande revue, ça a été vérifié par des gens compétents et donc on est, c'était ma façon de voir les choses, obligé d'y croire. So with 85% of our clinical trials commercially funded and now 97% of the most influential clinical trials commercially funded, what we find is that the odds are more than 5 times greater that commercially funded trials will conclude that the sponsor's drug is the treatment of choice compared to non-commercially funded trials of exactly the same drugs. So you see, those are pretty good odds. And we tend to think of scientific studies as being objective and not being subject to bias. But what we find when we look at the way the system is structured, the companies sponsor the trials to help to sell their drugs. The companies own the data, the same way that the Coca-Cola company owns the recipe for Coke. Donc à l'époque, malgré les doutes qu'on avait sur certaines études qui n'arrivaient pas à reproduire les résultats initiaux, sur le fait que le médicament était aussi efficace chez des gens qui n'avaient pas de cholestérol que ceux qui en avaient, il y avait quand même personne ou presque qui osait s'opposer ou en tout cas se poser des questions. On était face à un marché, les statines, qui se comptait en dizaines de milliards de dollars. Donc quelqu'un qui émettait un doute sur les statines dans un congrès médical, un cardiologue, il avait peu de chances d'être réinvité, si vous voulez. Donc c'était vraiment, il fallait être suicidaire pour aller critiquer les statines. Et puis il n'y avait pas beaucoup d'éléments scientifiques non plus, puisqu'on avait eu ces résultats quelques années avant qui marchaient. On était face à un fléau mondial. Et donc c'était des statines pour tout le monde. La jeune fille sous pilule dont le cholestérol augmente, la petite dame de 85 ans qui avait un petit peu de cholestérol. Enfin c'était vraiment l'open bar pour les statines partout, quoi. Et au grand bonheur des sociétés savantes qui avaient des partenariats, des médecins qui, du coup, pensaient faire leur devoir en prescrivant un médicament qui allait protéger leurs patients, et aux patients qui eux-mêmes étaient demandeurs parce qu'on leur avait appris à se préoccuper de leur cholestérol. Tout le monde disait, docteur, vous mettez bien le cholestérol dans mes analyses, parce que les gens voulaient connaître leur taux de cholestérol, et c'était pas facile à l'époque d'émettre un doute sur l'intérêt du médicament. Godine 2004. buknuo je skandal zbog protuupalnog lijeka Vioxa koji je uzrokovao smrt 30.000 ljudi u SAD-u. Istragom se otkrilo kako je laboratorij znao da je lijek potencijalno smrtonosan, ali to je svjesno tajio. On est au milieu des années 2000 où tout d'un coup on se rend compte que l'industrie pharmaceutique et les investigateurs travaillant pour elle peuvent raconter des histoires. Et ça a été une terrible surprise. Oui, ils pouvaient exagérer les effets bénéfiques des médicaments et cacher les effets toxiques. Alors on avait déjà des doutes, mais à ce moment-là, on s'est dit, oulala, il faut retourner voir les études anciennes. Et puis le deuxième phénomène qui s'est passé, et qui est très très important, c'est que les autorités sanitaires ont imposé de nouvelles réglementations pour les essais cliniques. Ça a concerné donc toutes les études avec les statines qui sont publiées, conduites après ce scandale du Vioxx, donc à partir de 2005-2006, jusqu'à maintenant d'ailleurs. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec les essais qui avaient été conduits avant le scandale 2005-2006. Donc il y a eu un double mouvement. D'une part, on s'est rendu compte qu'on pouvait être trompé. Et d'autre part, à partir de ce moment-là, tous les essais cliniques avec les statines se sont avérés négatifs. C'est-à-dire qu'ils ne montraient plus aucun bénéfice. Fobiju od kolesterola nisu uspjele suzbiti ni sumnje u točnost prvih studija o statinima, ni nemogućnost ponavljanja pozitivnih rezultata. Nametnula se dogma, što je razina kolesterola manja, to nam je bolje. Quand je me suis installé en 1985 comme cardiologue, le taux normal était autour de 3 grammes par litre. Et puis, depuis que je suis installé, ce taux a baissé tranquillement et il est maintenant en dessous de 2, ce qui naturellement fournit de plus en plus de gens qui sont à soi-disant cholestérol élevé. Et puis, on a introduit un deuxième élément qui était qu'il fallait en particulier traiter les gens qui sont à risque élevé. Now medical information comes along that says you may need to get that bad cholesterol even lower.
Now what do? Well, if your doctor says aim lower, ask about Crestor. Crestor, along with diet, can lower bad cholesterol by up to 52%. And in the cholesterol guidelines, the last major revision was in 2001. In the American cholesterol guidelines, 9 out of 14 of the experts who were on the panel that set the standards had financial ties to the drug companies. Now, this is very important because the 2001 guidelines almost tripled the number of Americans for whom statin therapy was recommended. The number went from 13 million to 36 million. And most of the 23 million people for whom statins became recommended based on those guidelines did not yet have heart disease. Now, it's an odd paradox, right? I'd like to take a moment to think about these terms we use when we talk about normal and pathological, right? If something's pathological, there's clearly a disease there. And this is easy when you're dealing with something like cholera or tuberculosis, or like characteristic lesions or complexes or germs that can be grown. It's harder when you're dealing with this continuum of some degree of fatty plaques being on pretty much every adults inside of their blood vessels by the time they're over the age of 40. Alors, ce qui est très important de comprendre dans l'athérosclérose, c'est-à-dire les lésions qui se forment dans les artères, c'est que, en fait, ce sont des plaques. Et si on image une artère comme un tuyau, une plaque se développe de manière localisée dans le contexte d'une artère qui est normale. Et à un endroit déterminé, eh bien, une sténose se développe. En général, c'est asymétrique, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et donc, vous avez là une difficulté pour le sang de passer à travers un rétrécissement qui est une plaque d'athérosclérose. Alors maintenant, si on fait une coupe dans ce sens-là, comme ça, et ici, c'est la lumière de l'artère, là. Alors le sang arrive à passer là parce qu'il y a une forte pression, mais si c'est sténosé, c'est parce que cette plaque d'athérosclérose ici, elle est formée de tissus très durs, comme du bois. Chez certains patients, il y a des dépôts de calcium le long de la lumière de l'artère. On a un autre processus de calcification, ce sont comme des épines qui peuvent entraîner une rupture et provoquer ce qu'on appelle un thrombus à l'intérieur de la plaque. Et il peut progresser, ce thrombus, et aboutir à une obstruction totale de la lumière de l'artère. Et ça, c'est l'infarctus. Et avec le temps, il y a certaines vieilles plaques d'athérosclérose qu'on voit surtout chez les gens à l'autopsie, évidemment, quand ils sont âgés. On a des cristaux de cholestérol ici. Et paradoxalement, alors que ces dépôts de cholestérol sont la conséquence d'une dégradation de la plaque d'athérosclérose, certains ont voulu en faire la cause. Il y a une chose aussi qu'on oublie souvent, c'est que le cholestérol, c'est pas du poison qui circule dans les artères. Le cholestérol, c'est une graisse fondamentale pour la fabrication de nos cellules. On ne peut pas vivre sans cholestérol. Sans cholestérol, on meurt. Donc, le but, c'est pas de faire baisser le cholestérol comme on ferait baisser de l'arsenic ou du cyanure dans le sang, si vous voulez. C'est un produit ou une famille de produits qui ont des rôles métaboliques très précieux. Et donc, quand on touche à ces équilibres, quand on déplace quelque chose pour essayer de protéger le cœur, on peut très bien altérer d'autres chaînes métaboliques fondamentales, que ce soit dans le domaine du cancer, des maladies auto-immunes, de plein de domaines. Et donc, il y a un risque majeur à chaque fois de déshabiller Pierre pour habiller Paul et de se retrouver à avoir baissé le taux de cholestérol, voire peut-être parfois améliorer les maladies cardiovasculaires et augmenter d'autres maladies. Il faut qu'on m'explique, après 2 millions d'années d'évolution de l'être humain, pourquoi est-ce qu'il y aurait un mauvais cholestérol et un bon cholestérol? Je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut strictement rien dire. Les deux cholestérols, s'ils sont sécrétés par le foie depuis 2 millions d'années, c'est qu'on a besoin des deux. Maintenant, deuxième chose, qu'est-ce qui fait que ça monte et que ça descend, ces différentes choses? Si je prends le HDL, ce qu'on appelle le bon cholestérol, ce qui le fait monter, c'est l'activité physique. Et c'est clair que l'activité physique pendant les dernières 10 000 années était très élevée chez tous les hommes, et ils avaient un HDL certainement plutôt élevé. Mais ce n'est pas le HDL élevé qui est protecteur, c'est l'activité physique qui fait qu'on tombe moins malade. Le LDL, c'est exactement la même chose, mais dans le sens contraire. C'est que simplement, on consomme moins de LDL quand on est sédentaire, par exemple, donc il s'élève un petit peu. Mais c'est de nouveau la sédentarité qui me tue.